Bonsoir et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Il est 20 h, vous regardez Grand Soir, le rôle de l'assurance dans les secteurs des développements. Au menu ce soir, chers téléspectateurs, l'assurance est un instrument financier de planification de personnel ou de planification des affaires d'une société. Mais la grande question ce soir, chers téléspectateurs, c'est quoi le rôle de l'assurance dans les secteurs des développements? Les éléments des réponses aujourd'hui en compagnie de mon invité qui est déjà là. Il s'agit de Monsieur Patrice, que j'ai le plaisir de recevoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Patricia. Vous allez bien? Je vais très bien et je vais me permettre de retirer mon masque, étant donné que nous avons respecté les mesures barrières et les distanciations physiques sont également respectées. C'est à moi de vous remercier de l'invitation que vous m'avez adressée pour participer à cette émission. Et je constate que vous avez un très beau cadre, un très beau plateau. Et j'espère que le sujet que vous avez choisi est très intéressant, très dense. Et donc j'espère qu'on aura des échanges également très intéressants dans ce sens. Merci. Merci à vous aussi. Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes? Je m'appelle Patrice Boisbois. Je suis le directeur général adjoint de la Société financière d'assurance qui est la SFA Congo, qui est une nouvelle compagnie d'assurance qui a été agréée par l'ARCA pour effectuer des opérations d'assurance non-vie en République démocratique du Congo. Nous avons reçu notre agrément au mois de, précisément le 28 mars 2019, et nos activités, nous les avons commencées vers le mois de juillet de l'année dernière. Donc ça va faire environ 1 an que nous sommes actifs sur le marché congolais des assurances. Merci à vous pour cette belle présentation. On revient tout à l'heure, mais toutefois, chers téléspectateurs, voici les infos dominantes de cette semaine et on se retrouve tout juste après. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché par le Covid-19 sur le continent. La capitale économique, Johannesburg, est en plein dans l'épicentre de la pandémie. Dans cet hôpital, les soignants peinent à accueillir les nouveaux malades. Un simple rideau sépare les personnes atteintes du coronavirus des autres patients. COVID-19 cases are all over the place. There's no ward, by the way, that doesn't have a COVID-19 patient. We have gross shortage of staff. It's chaos, it's crazy. And nurses are testing positive as well. Ces vannes sont un des vecteurs principaux de transmission du virus. Utilisés chaque jour par des millions de Sud-Africains, ils transportent des dizaines de passagers assis les uns à côté des autres. Ces conseillers médicaux sont là pour informer la population au sujet du virus. Dans le pays, beaucoup refusent de se faire tester par crainte d'être stigmatisés. Ces accusations, ces menaces de Donald Trump à l'encontre de l'application TikTok, tout d'abord par le biais, par la voix officielle, par le biais de son ministère des Affaires étrangères et son porte-parole, qui a expliqué qu'il s'agissait tout simplement de discrimination à l'encontre d'un groupe chinois sous le prétexte de la sécurité nationale. Il a ensuite avancé notamment l'argument que cela allait à l'encontre des normes du commerce international et de la libre concurrence. On a aussi vu des réactions sur les médias d'État chinois qui suivent bien évidemment la ligne du parti, avec notamment des comparaisons avec le crime organisé, expliquant que cette condition imposée par Donald Trump, comme quoi le département du Trésor américain devrait recevoir une commission sur la vente du groupe à Microsoft, par exemple, tout cela était digne de la mafia. Autre argument, une certaine hypocrisie par rapport aux questions qui ont été posées sur l'utilisation des données des utilisateurs de réseaux sociaux américains comme Facebook. En tout cas, tout ça est vu comme une tentative par les États-Unis de freiner le développement économique chinois. Et cela est un signe comme quoi les États-Unis ont peur de la montée en puissance de la Chine sur la scène internationale. Charles, quel pourrait être l'impact d'une vente de TikTok à Microsoft pour son propriétaire, le groupe chinois ByteDance ? On rappelle que le Liban est dans une situation économique et sociale complètement catastrophique. La monnaie nationale a été divisée par 10.
sa valeur. On a plus de la moitié de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et le pays connaît un soulèvement inédit depuis le 17 octobre de l'année dernière. Alors, c'était d'abord un soulèvement pour réclamer un changement de régime et qui se transforme au fil des mois en des émeutes qui sont plutôt des émeutes de la faim ou des émeutes d'un ras-le-bol. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, cet après-midi, il y a encore des manifestants qui se sont affrontés avec la police près de la Direction nationale de l'énergie ou du ministère de l'énergie. On a aussi une situation sécuritaire qui est extrêmement prétexte. Il y a 8 jours, Israël a bombardé au mortier des positions supposées du Hezbollah dans le sud du pays, près du plateau du Golan. Et enfin, on a une situation politique qui est tendue. Je rappelle hier la démission fracassante du ministre des Affaires étrangères libanais qui accuse le gouvernement en place en substance d'incompétence. Mais aussi, on a ce vendredi 7 août le verdict du tribunal spécial pour le Liban concernant l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, tué dans l'explosion de sa voiture le 14 février 2015. Voilà, c'était là les infos dominantes, chers téléspectateurs. La grande question de ce soir, c'est quoi le rôle de l'assurance dans le secteur des développements? Je reviens à vous, Monsieur Patrice. Pouvez-vous nous dire c'est quoi l'apport et le rôle qu'a l'assurance dans le secteur des développements? Non, l'assurance est un mécanisme qui est central dans le développement économique de tout pays. C'est-à-dire, on ne peut pas, d'ailleurs, à mon avis, on ne peut pas penser développement économique sans intégrer la dimension assurance dans tout ce qu'on fait. De manière concrète, je pense que l'assurance a plusieurs biens fondés dans le développement d'un pays. Premièrement, c'est déjà un instrument qui permet de prendre plus de risques, qui permet aux gens de prendre plus de risques, d'avoir le courage d'entreprendre, d'avoir un sens de l'initiative privée sans crainte. Oui. Parce que, vous savez, lorsqu'on entreprend, la crainte, c'est que l'affaire peut échouer ou bien prospérer. Alors l'assurance vient rassurer les porteurs de projets que lorsque l'affaire qu'ils ont entrepris se passe mal, il y a un mécanisme derrière qui permet d'indemniser, en tout cas de les couvrir et de les remettre dans leur état initial avant l'investissement. Donc quelqu'un qui a ce filet de protection-là aura plus tendance à investir qu'un autre. Deuxièmement, je pense que l'assurance a aussi une fonction que je peux dire normalisante. L'assurance, grâce aux assureurs, les activités seront de plus en plus normées. Parce que l'assureur accepte de prendre certains risques, accepte d'assurer certains risques, de garantir, certains risques. Mais elle ne le fait pas n'importe comment. Il faut, lorsque nous acceptons un client, une entreprise qui souhaite avoir une assurance, l'assureur a l'obligation de vérifier si ce client travaille dans les normes. Et si ce n'est pas le cas... Et comment se passe cette vérification? Non, c'est qu'il y a un questionnaire qui est donné au client, que le client doit remplir. Il y a des questions précises auxquelles le client doit répondre. Et en fonction des réponses qui sont données, l'assureur peut être amené à faire des expertises et à proposer au client de se mettre dans les normes. Je donne un exemple en matière d'assurance construction. On ne peut pas assurer un immeuble en assurance tout risque chantier si le maître d'œuvre n'a pas pris toutes les mesures prévues par la loi, les mesures de sécurité pour les travailleurs qui seront sur le site, les mesures, les normes de construction requises, tout ça. Donc, on va amener le client à respecter ces normes. Donc, vous voyez, en le faisant avec tous les clients, finalement, l'assurance commence à avoir une fonction normalisante pour l'ensemble des activités économiques. Ça, c'est un point. L'autre point qui montre que les assureurs participent au développement économique, c'est que nous sommes des investisseurs institutionnels. Les assureurs, chaque fois que nous collectons des primes, que nous détenons par devers nous, la loi nous oblige à les investir également. Mais on ne les investit pas de n'importe quelle manière. On les investit, ça doit être, les investissements que nous faisons doivent être des investissements sûrs, qui doivent être des investissements, on va dire, dispersés. Ça ne doit pas être dans le même endroit et ça doit être des investissements liquides. Comme ça, puisque s'il y a un sinistre, nous devons être en mesure de
d'accéder à ces investissements, Oui. à ces fonds-là pour pouvoir indemniser les sinistres. Donc on participe comme ça à la vie économique en investissant dans le pays. Mais la question est vraiment large, donc il y a encore beaucoup à dire. En termes de création d'emplois, les assureurs créent beaucoup d'emplois. Dans un pays comme le nôtre, aujourd'hui nous avons environ une vingtaine d'opérateurs d'assurance, à peu près 7 qui sont des sociétés d'assurance, et puis encore un peu plus qui sont des courtiers. Mais ce n'est pas fini. Je pense que ce pays est tellement grand, on parle de 2 345 000 km², c'est environ 85 millions d'habitants, et ce n'est pas à l'arrêt, ça continue. Dans un pays comme la France, pour vous donner un exemple, c'est que l'assurance est aujourd'hui dans le secteur tertiaire le premier pourvoyeur d'emploi. Et vous savez, l'assurance, il ne faut pas le regarder de manière purement secteur des assurances. C'est un secteur qui est pivot, qui est vraiment central et autour duquel gravitent un certain nombre encore de secteurs. Je donne un exemple. Lorsque nous assurons nos clients en responsabilité civile automobile ou bien en assurance tout dommage, Oui. si ce client a un accident avec son véhicule, il faut bien que ce véhicule aille au garage. Donc vous voyez que les garages vont avoir plus d'affaires aussi grâce aux assurances. Lorsque un client qui est assuré en assurance maladie tombe malade, il ira à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, il sera pris en charge. Ça crée du travail pour le médecin et ça crée du chiffre d'affaires également pour cet hôpital. Les exemples sont légion. Chaque type d'assurance crée également des emplois indirects dans d'autres secteurs. Et c'est comme ça que je dis c'est vraiment un secteur qui est au centre de l'économie et qui pourrait participer pleinement au développement économique de notre pays. Je touche également la question fiscale. Bien sûr, Vous voyez, déjà c'était la donc, question suivante. Voilà. La question fiscale, c'est que les assureurs aujourd'hui, lorsque nous collectons des primes, ces primes sont assujetties à la TVA. Donc ça fait que les assureurs aujourd'hui sont des partenaires importants du gouvernement dans la collecte de la TVA, collectant la TVA que nous reversons à l'État. Les assureurs sont des compagnies soumises à l'impôt sur les sociétés. Ça veut dire qu'à la fin de chaque année, nous payons, en tout cas, nous payons l'IBP. Nous sommes encore à notre premier exercice, mais nous payons l'impôt sur les bénéfices et les profits. Pour nos employés qui travaillent pour nous, nous payons des impôts qui sont liés, des impôts professionnels sur les rémunérations. Nous les payons. Donc il y a tous les types de fiscalité et de parafiscalité qui existent dans ce pays et qui s'appliquent à notre secteur d'activité, nous en acquittons. Donc vous voyez que l'assurance vient aussi contribuer aux recettes de l'État. Voilà. Et sur Top Congo, je vous ai suivi, vous avez dit que les banques peuvent commencer à trouver chez les assureurs les mécanismes de mitigation des risques. Pourquoi ? Ah oui, c'est vrai que j'avais dit ça. Non, mais c'est surtout important de le dire. Parce que nous sommes dans un pays où il est arrivé plusieurs fois que les PME ou certains ménages se plaignent de ne pas avoir accès au crédit. Le taux de pénétration des services bancaires dans notre pays reste encore très faible. On parle d'environ, je ne sais pas si les chiffres que j'ai sont exacts, mais c'est autour de 5-6% par là. De la population en âge d'avoir un compte. Donc ça, c'est les comptes bancaires déjà. Le taux d'accès au crédit est encore beaucoup plus embryonnaire. Mais pourquoi les banques ne prêtent pas? Je ne pense pas qu'elles n'ont pas envie de le faire. Elles prêtent aussi, mais à une certaine catégorie de clients qui sont mieux structurés, ainsi de suite. Mais pour démocratiser encore plus, pour aller encore plus loin dans l'inclusion financière, c'est-à-dire pour que les banques prêtent encore plus, il y a de nombreux paramètres à régler également. Ce n'est pas le sujet du jour, mais je pense que je regarde ça maintenant d'un point de vue assurance. C'est que le risque qui fait peur aux banques, enfin qui permet aux banques de ne pas... Vous avez fait allusion par rapport à cette crise des Covid-19 ? Oui, il y a tout ça, je vais arriver à ça. Mais il y a les risques classiques, je veux dire les risques de non-remboursement, d'insolvabilité de l'emprunteur, des risques tels que le bien qui est financé par la banque, il peut arriver que ce bien soit détérioré ou bien s'abîme et
la personne emprunteuse ne sera plus en mesure d'exercer ses activités et ne pourra plus payer à la banque. Mais l'assurance, justement, vient garantir ce genre de risque et permettre aussi aux banques d'être plus à l'aise lorsqu'elles prennent un risque sur leurs clients à eux. Donc, je pense que l'assurance est un produit qui permettra aux banques d'avoir plus d'appétit au risque. Et aujourd'hui, pouvez-vous nous dire, est-ce que les banques, elles ont droit de commercialiser quoi en fait? Dans les produits d'assurance, oui. Il y a un mécanisme qui s'appelle la banque assurance. Ça veut dire que c'est un mécanisme qui permet aux banques de commercialiser les produits d'assurance. Mais une banque qui veut commercialiser des produits d'assurance doit passer par une société d'assurance. Je donne un exemple. Une banque de la place peut recourir à la SFA, par exemple, la compagnie d'assurance où je travaille, peut y recourir pour vendre les produits d'assurance de la SFA. Mais ça veut dire que c'est un agent de la banque qui est au guichet de la banque, qui reçoit des clients et qui leur vend directement les assurances. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet à la banque de diversifier son offre commerciale, c'est-à-dire d'ajouter à ses produits actuels des produits d'assurance également. Ça permet à la banque de mieux servir ses clients, c'est-à-dire dans un seul guichet, le client peut avoir aussi bien un crédit, peut ouvrir un compte épargne, peut directement souscrire également une assurance au lieu d'aller de plusieurs bureaux. Donc ce sont des partenariats qui sont faits en général entre les compagnies d'assurance et les banques et qui sont encouragés parce que c'est un mécanisme vraiment de partage de valeur qui est très intéressant. Ça permet aux assureurs d'avoir plus de clients, d'avoir les clients de la banque et ça permet à la banque d'être plus dynamique et d'augmenter également ses dépôts et puis ses valeurs commerciales. Est-ce qu'aujourd'hui, existe-t-il... en fait, les banquiers n'est pas un assureur. Il y a une mutualisation, certes, mais il n'existe pas une concurrence déloyale? Non, je pense que c'est de la complémentarité. Je dis souvent que le secteur bancaire et le secteur des assurances, la banque et l'assurance, je dis souvent que ce sont des sœurs. Voilà. Et c'est deux sœurs qui ont pour cousine germaine la finance. Donc c'est pour dire que ce sont deux secteurs qui sont très complémentaires. La banque et l'assurance sont complémentaires. Ce n'est pas une question de concurrence. Parce que c'est deux métiers qui sont très proches, qui ont beaucoup de complémentarité, comme je disais, mais qui ont aussi des disparités. Chacun a un régime propre. Les banques sont régies par la loi bancaire, les assurances sont régies par le code des assurances. Ces deux régimes différents, ils sont contrôlés par des autorités de régulation différentes, même si au niveau des autorités de régulation, il y a également une coopération qui a été mise en place très récemment d'ailleurs par l'ARCA et la Banque centrale, qui est très bienvenue d'ailleurs. Mais ça reste deux secteurs qui sont très proches, mais c'est pareil, il n'y a pas de concurrence déloyale. Et est-ce que l'assurance peut-elle favoriser la croissance économique? Absolument, absolument. Je vous donne un exemple. Dans un pays comme le Nigeria, où il y a 200 millions d'habitants, je cite directement le Nigeria parce que ça peut nous donner un peu l'ampleur de ce que représente ce secteur. Dans un tel pays, une seule société d'assurance, il y a au moins 3000 personnes qui sont actives autour d'elle. Donc que ça soit, ça c'est la moyenne, que ce soit les employés de la société, les intermédiaires, les courtiers d'assurance, parce qu'une société d'assurance travaille également avec des intermédiaires. Les agents généraux, c'est-à-dire ceux qui vont prendre la marque de la société, mais qui créent leurs propres entreprises pour opérer sous ce label. Et puis tout l'écosystème de l'assurance que je disais, là, les gens qui travaillent dans... Est-ce que ça favorise cette croissance? Ça favorise la croissance énormément parce que ça crée déjà beaucoup d'emplois. Il faut, et c'est là vraiment l'occasion de demander, en tout cas aux investisseurs congolais, parce qu'il y en a qui investissent dans l'immobilier, on voit les immeubles sortir de terre tous les jours, de commencer à s'intéresser aussi à des secteurs comme l'assurance. Ce sont des secteurs très porteurs. S'il vous plaît, il y a une question qui m'est venue tout à l'heure. Est-ce qu'ici au Congo, il y a l'assurance, comment elle est acceptée, comment elle est vue? Est-ce que vous avez il y a des gens qui sont... Des gens qui s'intéressent à l'assurance ou bien il faut encore beaucoup plus sensibiliser le peuple congolais ou comment? Alors c'est une très bonne question. Il y a un grand travail de sensibilisation à faire, de vulgarisation à faire. Déjà, pour expliquer aux gens l'intérêt et l'importance de l'assurance. L'assurance n'a que du bien pour les gens. Les personnes assurées, ce sont des personnes qui vivent avec confiance parce qu'ils savent qu'il y a un mécanisme puissant derrière qui permet
d'indemniser des sinistres lorsqu'ils arrivent. Personne n'est à l'abri d'un sinistre. Personne n'est à l'abri d'un mur qui lui tombe dessus ou bien d'un accident, d'un véhicule qui le renverse dans la route. Personne n'est à l'abri de ces accidents-là. Hein, mais lorsqu'il y a une assurance derrière, on est sûr que c'est bon. Il y a quelqu'un qui disait aux États-Unis, Henry Ford, à l'époque, à son époque, il dit la ville de New York, que vous voyez, n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre des assureurs. Parce que personne n'aurait construit des gratte-ciel comme ça et qu'une simple cigarette peut brûler si les assurances n'existaient pas. Donc j'aime bien cette citation parce que ça montre l'importance de l'assurance dans la croissance économique d'un pays. Parce que la croissance, c'est quoi? La croissance, c'est en fait, ça se mesure aussi par le PIB. C'est en fait la masse des biens et des services qui sont produits dans un État pendant une année. Mais pour qu'il y ait de la production, il faut des opérateurs économiques. Et ces opérateurs économiques, pour qu'ils investissent, il faut des assurances derrière. Enfin, il faut des financements. Et pour qu'ils obtiennent ces financements, pour que les banques leur donnent des financements plus facilement, il faut qu'ils soient assurés. Donc, je pense que la participation du monde de l'assurance à la croissance du pays n'est même plus à démontrer. Mais maintenant, la question que vous posez était très intéressante. C'est au niveau de la sensibilisation. Il faut sensibiliser la population à faire confiance à ce secteur. Pour adhérer en plus. Pour adhérer. Parce qu'il n'y a que des bienfaits, tous ces nouveaux produits, cette nouvelle gamme de produits qui sont apportés par les assurances actuellement, ce sont des produits dont la population a besoin. Il faut, aujourd'hui, tous les acteurs sont là, il faut venir. Nous, à la SFA, en tout cas, nos portes ont toujours été ouvertes. Pour les gens, nous invitons la population à venir nous voir à tout moment. Ils ont besoin de comprendre, même si ce n'est pas pour souscrire une assurance tout de suite. S'il s'agit déjà de poser des questions pour mieux comprendre, ce sont des initiatives encouragées. L'émission que vous faites ici, c'est une initiative encouragée parce que vous participez aussi à cette vulgarisation du secteur des assurances qui doit être fait pour rassurer les gens. Mais vous savez, la crainte des gens vis-à-vis des assureurs et des banquiers, c'est vieux comme le monde. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais tout est question de bien faire notre travail qui consiste à collecter des primes, mais aussi, surtout, à indemniser les sinistres lorsque les sinistres arrivent. Lorsque la population se rendra compte au quotidien que les gens qui rencontrent des coups durs dans la vie sont effectivement indemnisés par les assureurs, cette confiance va revenir très vite. Et après la crise de Covid-19, quels sont d'autres défis que vous êtes fixés? Oui, la crise du Covid-19, vous voyez que c'était quelque chose d'inattendu. Personne ne s'y attendait. C'est très triste parce que ça a causé beaucoup de dégâts humains un peu partout dans le monde. Pour arrêter la propagation de ce virus qu'on a appris à connaître en même temps qu'il fallait le combattre, il y a des mesures qui ont été prises, notamment dans notre pays. L'état d'urgence qui a été décrété par le chef de l'État, à juste titre, qui a permis d'ailleurs que ce virus fasse moins de dégâts dans notre pays qu'ailleurs. Mais toutes ces mesures de confinement qui suivaient avaient également perturbé le fonctionnement des entreprises de manière générale. Et donc l'économie s'était trouvée un peu ralentie. De ce fait-là, on a commencé à travailler beaucoup plus par télétravail. Oui. Donc vous voyez tout. Est-ce que ça vous a été facile aussi? En tout cas, nous avions un plan, nous au niveau de la SFA, un plan de continuité des activités qui définissait déjà tout ça. Bien avant, enfin pas la Covid-19, mais on se disait que le jour où il y a un arrêt d'activité brutal ou bien brusque dû à ceci, voilà ce que nous allons faire. Nous avons appliqué ce plan et puis nous avons continué à fonctionner. Dès qu'on s'était mis en confinement tous, on continuait à servir nos clients. Nous continuons à garder le lien avec eux par téléphone ou bien par email, tout ça. Mais c'est vraiment pour dire que cette pandémie vient nous enseigner plusieurs choses. Le monde n'y sera plus comme avant. Les activités économiques ne seront plus exercées forcément de la même manière. Il faut s'adapter par rapport à ça. Il faut aller plus dans des solutions digitales, numériques. Il faut un certain nombre de mesures. En matière d'assurance, par exemple, cette pandémie, la question s'est posée aujourd'hui. En France, ils y réfléchissent même. Comment trouver un produit d'assurance qui couvre les entreprises contre le risque pandémie? Ce qui n'existe pas encore actuellement, mais ce sont des chantiers très vastes, mais sur lesquels il faut travailler justement. Merci beaucoup, Monsieur Patrice, d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ce n'est pas la dernière fois d'être avec nous. Prochainement, on aimerait encore aborder, aller encore plus
plus aux profondeurs par rapport à l'assurance. Et votre dernier mot par rapport à cet entretien? Non, premièrement, c'est moi qui vous remercie vraiment de l'invitation et c'est surtout du sujet que vous abordez. C'est très important et j'espère, comme vous le dites, c'est pas la dernière fois. Oui. Il faut qu'on multiplie ce genre, que vous multipliez ce genre d'échanges avec les assureurs. Moi, je suis disposé à venir quand vous voulez. Merci. Mais en tout cas, le monde des assurances doit pouvoir s'exprimer pour déjà montrer sa présence et puis commencer à rassurer également la population. Ça, c'est vraiment un appel aussi que je lance aux pairs de notre métier. Oui. Ils doivent venir vers vous, les médias. Il faut une sorte comme ça de partenariat entre les médias, la presse et les compagnies d'assurance pour vulgariser ce que nous faisons et puis attirer le plus de monde. Le mot de la fin, ça ne peut être que de vous remercier et de vous féliciter également. Merci. Pour ces efforts que vous déployez, parce que demain, lorsque le secteur des assurances sera étoffé et sera grand, vous pourrez dire que votre émission également a participé à rendre cela possible. Donc, Merci. tous mes encouragements. Merci à vous, M. Patrice. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et on se retrouve à la prochaine.